Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Armand de Decker, sénateur et maire. Bonjour. Bonjour. Alors, dossier aujourd'hui au centre d'un groupe de travail au niveau fédéral, c'est celui du survol de Bruxelles. Vous en attendez quoi d'ici les élections? D'ici les élections, je n'attends rien du tout, parce que c'est totalement impossible de régler ce problème d'ici aux élections. Ce que j'espère en tout cas, c'est que les Bruxellois vont s'unir et vont cesser de se disputer comme ils le font, comme des charretiers sur un sujet par rapport auquel il faudrait une unité complète des Bruxellois. C'est ce que dit Mme Milquet hier. Elle nous disait qu'il faut que tout le monde soit derrière. Elle n'est pas la seule à le dire, c'est vrai. Minguin l'a dit aussi, Gauzuin, moi-même. Et même au Conseil communal d'Uccle, j'ai fait voter une résolution d'unanimité de tous les partis. Parce qu'il faut travailler de cette manière-là et faire comprendre, tout d'abord, qu'il est totalement anormal que l'aéroport de la capitale de l'Europe concentre tous les vols au décollage au-dessus de la partie la plus peuplée, la plus densément peuplée, c'est-à-dire la ville. Ça n'a aucun sens. Donc il faut négocier les routes. Aucun pays au monde où on ferait une chose pareille. Donc il faut répartir cela sur les 3 régions, c'est une évidence. Ça doit faire ça doit être dans l'accord de gouvernement? Certainement. Je crois qu'il c'est inévitable. Il faut un accord là-dessus avant la formation du prochain gouvernement. Alors hier, vous étiez au Sénat, il y avait une petite cérémonie en l'honneur de 8 personnes qui ont une très longue carrière dans les assemblées fédérales. Quel est votre sentiment? Écoutez, moi j'étais un monomaniaque. À 15 ans, je disais que je voulais faire de la politique et que je voulais un jour être ministre. Je me suis retrouvé très vite, très jeune, parlementaire, et c'est vrai que j'ai découvert hier que j'ai passé déjà la moitié de ma vie au Parlement fédéral. C'est évidemment beaucoup. Et en même temps, c'est passionnant. C'est-à-dire que je considère que la vie politique est une des vies les plus intéressantes qui soit, à titre personnel. Parce qu'on débat de toutes les grandes questions de société, on peut rencontrer qui on veut dans tous les secteurs, et c'est une vie merveilleusement intéressante. Vous n'avez pas l'impression d'en avoir fait le tour après toutes ces décennies? Non, parce que les enjeux sont chaque fois importants et différents. Je me suis beaucoup occupé de la dernière réforme de l'État, la crise politique après 2007, après 2010. J'étais réconciliateur royal après l'affaire de BHV. Vous savez, une fois qu'on est là-dedans, on est totalement pris. Et chaque sujet pousse l'autre. Et c'est ainsi qu'on reste passionné. D'abord, si on n'est plus passionné par la politique, alors il faut arrêter. Ça, c'est certain. Ici, il y a une page qui va se tourner pour le Sénat. On sait qu'après les élections, ce ne sera plus la même Assemblée. Pour vous, est-ce que ce Sénat sera le ciment de la Belgique, comme disait la présidente d'Assemblée? Il devrait l'être, mais c'est une occasion manquée à cet égard. Ce qui aurait été parfait, il était logique que l'on réforme à nouveau le Sénat, puisqu'on a renforcé les compétences des régions et des communautés. Donc il était normal que le Sénat soit composé essentiellement, ou quasi totalement, de représentants des parlements régionaux et communautaires. Mais ici, on a empêché ces parlementaires, sénateurs issus des régions de participer à l'élaboration de la loi fédérale, sauf dans les matières institutionnelles. Et ça, c'est une occasion manquée. C'était l'occasion d'associer tout le monde au niveau du Sénat, associer les régions au niveau du Sénat à l'élaboration de la loi fédérale, et même on aurait pu y discuter aussi des matières européennes et de surveiller les directives européennes pour compte de l'État fédéral et des régions et communautés. C'était ça qu'il fallait faire. Alors, je ne suis pas pessimiste. Je suis content qu'on ne l'ait pas supprimé, le Sénat, parce qu'il y avait un risque de suppression il y a quelques années. Et je suis persuadé que dans quelques temps, les régions, qui auraient dû le faire il y a cette année-ci, vont se rendre compte qu'elles ont été dupées quelque part. Les régions auraient dû exiger de participer à ce pouvoir législatif. Et je suis persuadé que tant la Flandre que Bruxelles ou que la Wallonie, à un moment, revendiqueront d'élargir les compétences législatives de ce Sénat des régions. Ce manque de pouvoir législatif, est-ce que ça vous motive encore pour une telle assemblée ou pas? Oui, en fait, moi, je vais aux élections régionales dans le but d'aller pour aller au Sénat, et y apporter ma longue expérience de ces matières-là et surtout ma conscience de l'importance du Sénat. Vous savez, la Belgique a été modernisée dans le statut personnel des gens, les législations sur le divorce, sur l'avortement, sur l'adoption, sur l'euthanasie, tout ça, ce sont des matières qui ont été toujours gérées à l'initiative du Sénat. C'est en fait l'Assemblée qui modernise le plus la société belge, même si elle a une image d'Assemblée plus ancienne et plus conservatrice, c'est le contraire. Elle est la plus progressiste
de toutes nos assemblées. Mais ici, avec deux élus finalement du Parlement bruxellois côté francophone, est-ce que la région bruxelloise sera suffisamment bien représentée dans cette assemblée? On aurait pu faire un Sénat un peu plus large, hein, d'autant plus que ça ne coûtait rien, puisque ces parlementaires ne perçoivent évidemment qu'une seule indemnité parlementaire, leur indemnité régionale. Ben oui, mais ça peut venir encore. Donc vous restez optimiste par rapport à ça, et c'est le Sénat donc qui reste votre priorité, même si vous êtes aux élections régionales sur la liste. Puisque dorénavant, donc, tous ceux qui vont vouloir aller au Sénat seront candidats cette fois-ci à la région. Hein. Oui. Mais vous êtes confiant? Oui. D'accord, parce que vous aviez dit pendant les mois qui précédaient que vous, naturellement, vous iriez plutôt à la Chambre. Oui, c'est-à-dire que ma première réaction par rapport à ces élections qui venaient, c'était de dire, au fond, ce serait assez logique, je m'occupe aussi, je me suis toujours beaucoup occupé de politique étrangère, de sécurité, de choses comme ça, que j'aille à la Chambre, soutenir Didier Reynders et renforcer la liste de ce côté-là. Mais le parti m'a demandé vraiment de renforcer la liste à la région, ce que je fais, mais avec l'idée d'aller via la région au Sénat. La région, ça ne vous intéresse pas? Vous avez été quand même président de l'Assemblée. Ça m'a beaucoup intéressé. Je vous rappelle que j'étais le premier chef de groupe de l'opposition, que j'ai été président de l'Assemblée, que j'ai failli être ministre-président. Mais aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt des élus plus jeunes qui fassent ça. Ça ne m'empêchera pas de garder un œil sur ce qui s'y passe et d'y défendre les intérêts des Bruxellois. Alors on retourne au Sénat justement. Un gros dossier sur la table cette semaine, c'est celui des noms de famille. Est-ce qu'on va aboutir là-dessus? J'espère que le texte tel qu'il est voté à la Chambre ne passera pas. C'est mon souhait le plus catégorique parce que je trouve que nous sommes là, les élus, pour faciliter la vie des gens et pas pour la rendre plus compliquée. Donc cette proposition, c'est de pouvoir donner le nom du père et de la mère à l'enfant, et en cas de désaccord, c'est celui du père. Oui, mais le problème, c'est qu'on donne le droit. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme, donc je suis d'accord qu'on puisse donner ou le nom du père ou le nom de la mère. Mais si on associe les deux, je veux que ce soit dans un ordre qui soit le même pour tous. Parce qu'autrement, on part avec des formules où, à la deuxième génération, les parents vont devoir choisir entre 10 formules de noms différents. Ça n'est pas raisonnable. Il est déjà difficile de choisir le prénom de ses enfants. Si en plus on va se disputer sur le nom de famille des enfants, et en plus ce qui serait dramatique, je trouve, parce qu'il faut quand même que chacun ait des repères dans la société, c'est qu'après 2 générations, on ne sache plus qui est son grand-père ou son arrière-grand-père. C'est dangereux tout ça. Et ce sont des matières qui sont vraiment très très importantes et dans lesquelles je trouve qu'une modernité comme ça, par principe, et c'est un peu ça qui est arrivé à la Chambre, on modernise pour moderniser, on change pour changer. Moi je suis pour l'égalité homme-femme, mais pas pour le désordre. Il y aura un mot d'ordre au MR ou c'est chacun en son âme et conscience? Non, chacun ce sera notre âme et conscience. Et donc la suite de la procédure, c'est quoi? Donc demain on l'examine? Demain on examine en séance publique, on verra si ça passe. Si ça passe, ça passe. Si ça passe, c'est fini, c'est la dernière étape? Ce sera la dernière étape. Si ça ne passe pas, on recommencera, on réexaminera le dossier sous la prochaine législature. Alors, autre projet, c'est la révision de la Constitution. Hein. Ça, le Sénat se penche dessus aussi. On a décidé des articles qui étaient à revoir. Vous êtes satisfait de la liste? Il n'y a pas le fameux 195. Je suis surtout très heureux que la liste soit très petite et qu'il ne s'y trouve pas l'article 195 de la Constitution. L'article 195 de la Constitution, si on le change, cela permettrait de changer la Constitution en permanence, entre chaque législature, en permanence, on pourrait changer tout, sans passer par les étapes prévues par l'article 195 de dissolution, de consultation de l'électeur. Ça donne une beaucoup plus grande souplesse, en fait. Oui, mais une souplesse qui est surtout une très grande instabilité dans un pays où une partie de la Flandre veut la fin du pays. C'est faciliter le travail de la NVA, du Vlaams-Blok et tout ça. Donc ça, on n'a pas voté. Fort heureusement, on n'a pas voté ça. Et il y aura quelques articles, ceux qui étaient sur la liste précédente et qui n'ont pas été adaptés pendant cette législature, qui le seront maintenant. On ne touche pas la monarchie non plus? J'espère bien. S'il y a bien une institution auquel les Belges tiennent beaucoup et qui a besoin de stabilité, c'est celle-là. Et surtout, quand on parle, par exemple, d'une monarchie protocolaire, qu'on veut supprimer tout pouvoir politique du roi. D'abord, le roi a très peu de pouvoir politique. Mais il en a un qui est très important. C'est quand il y a une crise politique et après les élections, le roi tient la barre quelque part, avec les conseils, bien sûr, des présidents de parti, des ministres d'État, etc., qui le conseillent, mais c'est lui qui tient la barre, dans l'intérêt général. Dans un pays comme le nôtre, vous savez, on compare parfois les compétences du roi des Belges avec les compétences du roi de Hollande. Mais la Hollande est un pays totalement uni.
derrière un drapeau, un slogan, Oragne Bauve, et n'a pas de problème linguistique, n'a pas de communauté. On ne peut pas comparer. La Belgique est un pays compliqué. Il faut garder ce système actuel. Il faut absolument garder le rôle du roi dans les crises politiques. Regardez comme Albert II a fait ça admirablement après les dernières élections. Vous croyez qu'on aura vite un accord après ces élections-ci? On est reparti pour des centaines de jours? Ce ne sera pas simple, mais ça ne durera pas aussi longtemps que la fois dernière. Ce sera plus rapide. Petit retour au Parlement bruxellois. On a appris que le fameux projet sur le décumul des mandats, qui limite le nombre de députés qui peuvent être bourgmestres en même temps, il ne sera pas voté finalement. Une très bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Pourquoi? Mais parce que ces idées des écolos sont stupides et sont contre-productives et vont contre l'intérêt du citoyen. Vous savez, il est très important de préserver le rôle des communes et du pouvoir communal. Pourquoi? Je prends un exemple. Si une matière comme l'urbanisme, et c'est une tendance que les écolos poussent pour le moment, était totalement gérée au niveau fédéral, au niveau régional, et non plus par le passage des échevins de l'urbanisme de chaque commune, eh bien ces dossiers ne seraient plus traités d'une manière directe entre le citoyen et le mandataire public, il serait traité par des fonctionnaires dans une tour administrative à la gare du Nord ou à la gare du Midi. Ce n'est pas raisonnable, c'est de la mauvaise gestion. Il faut rester proche du peuple et il faut gérer les dossiers avec les citoyens. Ça veut dire que les députés qui ne sont pas bourgmestres ou échevins ne sont pas assez proches du citoyen? Mais absolument. C'est-à-dire que je considère qu'il est indispensable d'être municipaliste pour être un bon parlementaire régional. Mais la Wallonie a voté pourtant un décumul. Oui, la Wallonie peut se tromper, elle le regrette. Une très grande partie des élus wallons sont très critiques à l'égard de cette stupidité. Je trouve ça totalement débile. Cette mode de dire il ne faut pas cumuler, il ne faut pas cumuler. D'abord, on ne cumule pas. On ne cumule pas des indemnités de parlementaires, ce que l'on fait peut-être croire aux gens. On a moins de temps pour travailler sur l'un des deux dossiers. Vous savez ça, chacun travaille à son rythme et il y a des gens qui font ça avec une facilité. Moi, au moment où je cumulais le plus de toute ma carrière, c'est alors que vous, les journalistes de l'époque, qui aviez fait un sondage, avez décidé que j'étais le meilleur parlementaire belge. C'était l'époque où je cumulais le plus. J'avais 40 ans, c'est vrai, mais et alors? Vous savez, ça... mais interdire le cumul et donc faire des parlementaires régionaux des sortes de martiens qui ne sont pas proches de la réalité quotidienne des citoyens, c'est une très mauvaise idée. Mauvaise idée pour vous. Là, on sent qu'on est lancé dans la campagne. Le MR part très tard dans cette campagne. On a connu sa liste très tard. Vous ne vous sentez pas handicapé par ce Non, retard? pas du tout, parce que nous sommes en campagne en fait tout le temps. On travaille tellement... Vous savez, quand on est bourgmestre, on est proche des gens tous les jours et on n'est pas en campagne, mais on est en travail et donc en gestion des dossiers bruxellois tous les jours. Vous sentez que c'est apaisé au niveau du MR? Oh, il n'y a pas de problème au MR. Pas de problème. Il n'y a pas de problème au MR. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Bel après-midi.